Un peu tardif la revue de presse aujourd'hui, ça commence tard et ça va finir probablement tôt parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais on va faire le maximum. Donc plusieurs articles. Alors je vous montre un peu ce que j'ai dans la besace. On est parti. Hop, ça arrive très très fort. Hop là. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses donc. Hop. Et enfin, un dernier article que j'avais identifié. Donc plusieurs articles. Euh, Voilà ce que j'ai en stock. Donc, on a un article éventuellement sur la personnalité et la santé en général, le lien entre les deux. On a également hop, un article sur les séries. En quoi c'est intéressant les séries. Sur la dépression, je pense pas le faire aujourd'hui. Alors, si ça charge, voilà. Un article sur ce que les gens veulent au travail, sur le fait de rêvasser et une manière d'augmenter le self-control. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire trois articles aujourd'hui. Euh, un sur le self-control, celui sur les séries et celui sur ce que les gens veulent au travail. Alors on va commencer par, comme ça en plus on a trois sources différentes pour une fois, c'est pas plus mal. Alors on va commencer par un premier article sur justement ce que les gens veulent au travail. C'est un article de l'American Psychology Association, des plus grosses associations de psychologues du monde, qui a été publié début janvier. Et ce sont des articles cette année en janvier, qui donnent un peu les tendances de 2024. Et donc, ils résument un petit peu l'état des connaissances et de ce qui peut nous attendre dans ces domaines-là. Donc là, sur le lieu de travail et les tendances, les attentes des gens, des employés et des actifs sur le lieu de travail. Donc, une des choses qui ressort de ce que voient les experts et de ce qu'ils peuvent étudier sur le terrain, c'est que les gens recherchent de la stabilité en ce moment, d'une manière générale dans la vie, et particulièrement sur le lieu de travail. Et donc là, il fait évidemment le lien avec l'IA qui crée des instabilités, en tout cas qui pose une menace pour un certain nombre de jobs, réels pour certaines, ces menaces fantasmées pour d'autres. Tout le monde ne comprend pas bien comment fonctionne l'IA et ce que ça veut dire, mais voilà. Euh, et le fait, ce qui souligne aussi, c'est que le fait que ça soit pas stable, enfin qu'il y ait des menaces, qu'il y ait des changements, etc., c'est aussi quelque chose qui renforce l'envie de stabilité, bien sûr, mais aussi l'importance que les gens attachent au sens, au bien-être et à l'équilibre entre la vie privée et le travail. Et donc, cette instabilité crée justement encore de besoin de ça. Quand c'est plus stable, les perspectives sont plus stables, que les gens sont plus rassurés dans leur secteur d'activité, ils ont moins enfin, comment dire. Ces questions de sens, de bien-être sont souvent un peu plus en retrait, mais là, on a ça qui est de plus en plus important, pas lié que aux instabilités et aux risques qui peuvent peser dans certains secteurs, mais d'une manière générale. Aussi parce qu'il y a des générations, il y a des préoccupations contemporaines qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans. Même si ça a toujours été important, hein, le sens au travail, le bien-être au travail, mais c'est devenu une question qui est plus une question qui arrive en deuxième plan, mais une question qui arrive vraiment en premier plan. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que les psychologues, les chercheurs, savent comment améliorer la motivation et la satisfaction au travail des gens. Voilà, donc en fait, on sait faire, en fait, on sait comment ça fonctionne, on sait ce qu'il faut faire. Après, il y a toujours l'application à la réalité qui est différente, mais on sait ce qu'on peut faire et ce qu'il faut faire.
Et ce qu'on constate, c'est que quand on améliore le bien-être au travail des gens, leur stabilité, leur épanouissement, ils sont non seulement plus heureux, il y a moins de turnover, et c'est aussi mieux pour la boîte en question et pour la société en général. Alors alors l'instabilité, les problèmes justement de perspective, de menaces, etc., euh, c'est pas juste la réalité ou l'éventualité de licenciement. En fait, hein. Dans la définition que donnent les chercheurs, c'est un état dans lequel les conséquences d'une non-adéquation entre euh, les capacités d'une personne et les demandes du travail menacent la pérennité de l'emploi. C'est-à-dire que vous avez des attentes dans l'emploi, vous avez des compétences, elles ne sont pas assez en adéquation et donc ça menace la pérennité de ce job-là pour vous. Alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas payé assez pour maintenir son style de vie, peut-être qu'il ne peut pas maintenir le rythme de travail qui est demandé, peut-être qu'il y a un manque de sentiment d'appartenance, peut-être que l'environnement est juste toxique au travail. Il y a plein de raisons qui créent cette inadéquation, en fait, cette instabilité. Euh, Par rapport au télétravail aussi, la recherche montre que plus de flexibilité, ça a globalement un impact positif sur la santé mentale et la productivité des employés. Euh, mais le fait d'avoir changé radicalement d'un seul coup et fortement, comme c'était le cas pendant le Covid, pendant le confinement, ça peut créer, ça peut créer du désordre et de la désorientation. Euh, Tout comme le fait qu'on change complètement, avec un peu plus de télétravail, on change complètement l'organisation du lieu de travail, où en fait les collègues ne sont pas là tous les jours, où on va avoir plus de bureaux attitrés, etc. Donc, et on n'est pas au même endroit au même moment pour se parler, ça crée des instabilités qui peuvent créer une insatisfaction. Le télétravail, la réorganisation du travail avec plus de flexibilité, ça a plein d'aspects positifs, mais ça peut aussi avoir plein d'aspects négatifs en fonction des jobs en question, en fonction des lieux de travail, en fonction des individus. Et donc c'est des choses qu'il faut regarder toujours en détail. Dans les grandes masses, on sait ce qui fonctionne. Après, les grandes masses, c'est pas le cas d'une boîte avec 15 employés précise qui fait ça, ça. Euh, Il y a un autre problème lié à l'instabilité au manque de sens au travail, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont fragmentés. C'est-à-dire qu'on ne suit plus un projet du début à la fin, on fait une tâche dans la chaîne, et donc on ne voit jamais la conséquence de ce qu'on fait. On ne voit jamais les conséquences positives ou négatives, les retombées. Et donc ça enlève du sens au travail, et ce qui est souligné, c'est que dans la recherche, on montre aussi très bien que quand le job qu'on fait est conçu pour qu'on soit remplaçable, on n'est qu'une pièce dans la chaîne de production, entre guillemets, eh ben, on se sent remplaçable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les gens ne sont pas idiots, hein, ils font la connexion. Et il y a aussi une autre chose qui fait de l'instabilité, qui crée de l'instabilité. Et encore, là, on est quand même axé très États-Unis, mais c'est pareil en France. Le fait d'avoir de plus en plus recours à l'emploi intérimaire, au contrat comme ça à courte durée, ça crée de l'instabilité, ça crée de la menace en fait. Le fait qu'une grosse partie des effectifs soit de l'intérim ou soit de l'auto-entrepreneur, pour le dire autrement aussi, hein, soit délégué comme ça crée de l'instabilité et de l'insécurité, puisque de fait on est entre guillemets un peu freelance. Alors après en France on a les CDI intérimaires, ce qui est encore autre chose, mais bon globalement ça crée évidemment de la menace sur la pérennité de son activité professionnelle. Et donc, ce que je disais au début, c'est que la recherche justement montre que les employés qui peuvent être authentiques au travail et qui peuvent s'appuyer sur leurs forces au travail sont pas seulement plus heureux sont plus en sécurité, mais sont aussi plus productifs et font un meilleur travail. Donc, encore une fois, hein, toutes ces histoires de bien-être au travail, il ne faut pas que ce soit un vernis, et les salaires sont importants, et les horaires de travail sont importants d'abord, etc. Et ce qui est fait au travail, mais ça ne peut pas être juste un vernis. Si c'est un vernis, c'est très très mal perçu et ça va être contre-productif pour l'employeur. Mais si on commence à regarder vraiment et qu'on fait des choses, c'est très bénéfique pour l'employeur. Donc on a l'impression que des fois que c'est des coûts d'investissement importants, mais le retour sur investissement, si on doit parler comme ça, hein, est hyper intéressant. Euh,
Alors là, ils refont le lien dans le schéma avec l'intelligence artificielle. Euh, on voit quand même qu'il y a un lien entre le fait d'être inquiet sur le fait que l'IA remplace notre job et le fait d'avoir une attitude négative par rapport à son travail. Quand on est inquiet sur le fait que l'IA nous remplace, on a une attitude beaucoup plus négative sur son travail en fait, hein. Voilà. Plusieurs questions, hein. Les gens croient qu'ils n'ont pas d'importance vis-à-vis de leurs collègues, mais quand ils croient que l'IA va les remplacer, ils pensent beaucoup plus qu'ils n'ont pas d'importance par rapport à leurs collègues. Se sentir micromanagé au travail, et ben, ceux qui pensent que l'IA va les remplacer se sentent beaucoup plus micromanagés au travail. Les gens qui pensent aussi, qui répondent à la question, enfin répondent beaucoup plus positivement à la question, je ne crois pas que mon employeur en ait quelque chose à faire de moi, quand ils pensent qu'ils pourront être remplacés par l'IA. Pareil pour le fait d'être remplacé dans 10 ans par l'IA, et le fait de ne pas croire qu'on est valorisé au travail. Là, on voit que l'IA n'a pas beaucoup de différence, hein. Enfin, que ça ne crée pas beaucoup de différence entre le fait de penser que l'IA va nous remplacer ou pas. Mais on voit globalement que ça a aussi un impact sur le bien-être au travail, ces menaces de l'IA. Donc, ensuite, on a un autre sujet qui est le fait d'avoir un état d'esprit flexible, adaptable, euh, un peu d'apprentissage, de s'adapter, etc., et d'évoluer dans ses missions. Ça crée un état d'esprit, enfin, c'est un état d'esprit différent qui fait que on s'adapte mieux et on tanque mieux euh, les, euh, euh, le côté l'IA va nous remplacer. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver du sens quand on est dans l'incertitude? Euh, et ça concerne tout le monde, hein, le fait de trouver plus de sens au travail. Donc, dans une enquête qui a été faite par l'APA, justement, 93% des gens pardon, euh, disaient que c'était très important ou assez important le fait que le travail qu'ils font ait un sens. Voilà. Et la plupart des gens, heureusement, en fait, disaient que oui, leur travail avait du sens. Donc, en gros, les gens sont quand même plutôt globalement dans une démarche où ils pensent que leur travail a du sens. Mais bon, évidemment, ça ne va pas concerner que les emplois de bureau. Il faut que tous les emplois puissent avoir du sens pour que ce soit efficace et que ce soit épanouissant pour les gens, etc. Et donc que ça soit plus productif aussi. Mais le sens, en fait, c'est une définition qu'on se donne, enfin, qui est propre à chacun, en fait, hein. Pour certains, avoir un chèque à la fin du, enfin, un salaire à la fin du mois, c'est tout à fait suffisant pour avoir du sens. Pour d'autres, il faut que ça soit dans les actions qu'ils font, euh, vraiment les missions, etc. Donc ça dépend vraiment des personnes, et puis il y a toute une palette possible entre les deux. Euh, alors, le sens du travail aussi, ça marche très bien, ça peut très bien marcher avec une frontière très nette entre la vie privée et la vie professionnelle. Et il n'y a que 40% des Américains qui estiment que cette démarcation, elle est bien faite. Et depuis le Covid, ça a baissé puisqu'il y a eu le télétravail, etc. Et donc, la démarcation est plus difficile à faire. Donc l'idée, c'est de réussir à soi-même mettre des limites. Voilà. Alors, et là, dans l'article, il cite Wrzesniewski, si je prononce bien, qui est une des chercheuses leaders sur la thématique du job crafting, qui a développé des outils sur le job crafting, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse le job crafting, pareil, hop, vous allez sur ce réaliser job crafting, vous allez trouver un article sur le sujet, au moins un. Et en fait, le truc, c'est que pour trouver du sens au travail, le fait de faire du job crafting, c'est-à-dire de revisiter ses tâches, si on a un peu d'autonomie dans ses missions, de revisiter ses tâches, de voir comment est-ce qu'on peut faire des choses qui nous plaisent plus, qui correspondent plus à nos forces, qui sont plus en accord avec nos compétences, et bien tout ça va permettre de créer du sens au travail et du bien-être au travail. Et l'idée, plutôt que de vouloir tout changer, c'est de commencer avec des petites expérimentations. Tiens, quand je fais telle tâche, quand je fais telle mission, quand je travaille sur tel type d'activité dans mon travail, je prends plus de plaisir ou je peux utiliser telle ou telle force que j'ai. Et donc, ça apporte plus de positif. Donc, c'est vraiment de faire des petites expérimentations, de tester des choses et d'y aller petit à petit.
même si on peut faire la grosse démarche du job crafting, il y a tout un protocole, où on va vraiment réfléchir à fond, mais voilà, on peut aussi commencer avec des petites expériences. Mais le problème aussi de ça, évidemment, qui vient derrière, c'est que l'immense partie du travail, dans ces cas-là, il est lié au salarié. C'est-à-dire que quand vous faites du job crafting, c'est votre responsabilité en fait, hein. Déjà, tout le monde n'a pas l'autonomie dans son travail pour remodeler ses tâches. Euh, et il ne s'agit pas de dire non plus que c'est que le rôle de l'employé. Il faut que l'employeur il fasse le taf et donc qui crée un environnement de travail qui soit sain, qui soit positif, qui ait des, des bonnes relations au travail, une bonne culture au travail, d'entraide, etc. Un sentiment d'appartenance, de la sécurité au travail. Et donc tout ça, ça peut être fait par l'employeur. Et évidemment, au niveau politique aussi, on peut décider de créer des limites, de mettre en place des contraintes pour que ça soit respecté sur les lieux de travail. Voilà. Mais de plus en plus, on a effectivement cette démarche de dire que les organisations prennent conscience qu'elles doivent s'adapter à leurs employés et que même si voilà, la situation même de l'emploi en France n'est pas forcément idéale, on a quand même un rapport de force de plus en plus dans certains secteurs où c'est plus l'employeur qui a 500 CV. Alors, on peut toujours avoir plein de CV, mais CV pertinents par rapport au poste, et où on a plutôt un rapport équilibré entre les postes proposés et le nombre de candidats. Donc les candidats ont aussi plus de poids et peuvent plus choisir, en tout cas dans certains secteurs, encore une fois, euh, s'ils sont mobiles aussi, qui travaillent dans des grandes villes, il y a plein de contraintes, mais on est quand même plus dans un rapport de force un peu plus équilibré depuis quelques années par rapport à il y a 10, 20 ouais, 10 ou 20 ans, où c'était quand même très en défaveur des salariés, ce rapport de force. Et donc les salariés, comme ils ont un rapport de force plus en leur faveur, ils peuvent choisir plus, ils peuvent décider de ne pas travailler dans telle boîte parce que ça leur convient pas, etc. Donc ils sont plus exigeants, et c'est très bien, puisque des salariés plus exigeants, c'est de meilleures conditions de travail, si je fais dans les grandes masses, hein. Et donc une question du bien-être au travail qui est plus mise en avant, et si les gens sont mis au travail, eh bien alors ils vont tout simplement être plus productifs. Bonjour Jovu. Hello. I hope you'll understand most of what I'm going to say. Euh, donc, premier article qui est fait sur ça, sur le bien-être au travail. Je regarde l'heure qu'il est, il est 50. On va essayer d'avancer vite pour finir cette revue de psychologie positive. Euh, on va parler du self-control. Alors, le self-control, c'est une notion intéressante. Donc là, dans l'article qui a été publié récemment, là, on repart de la notion de concept de soi, de self-concept. Euh, donc l'idée, c'est qu'on a tous un concept de soi, c'est-à-dire qu'on a une conception de nous-mêmes, où on va avoir des croyances qui sont liées à nos caractéristiques, que ce soit des caractéristiques euh, voilà, physiques ou autres, mais surtout des caractéristiques psychologiques, c'est-à-dire notre personnalité, nos schémas de fonctionnement, nos capacités, nos rôles sociaux. Et donc on a une représentation de nous-mêmes en tête, et cette représentation de nous-mêmes va être un cadre de réflexion, même de conscience, qui va orienter, guider nos comportements, nos analyses, etc. Et qui est évidemment mis à jour au fur et à mesure de nos vies, même si quand on arrive à un certain âge adulte, ça se stabilise beaucoup plus que quand on a 15 ans, 16 ans, etc. Mais voilà, on a quelque chose qui est une construction, en fait, hein, liée à nos expériences et au feedback qu'on a de l'extérieur, et qui ensuite va avoir sa propre, on va dire, autonomie, et va aussi orienter nos comportements. Et donc on a plusieurs, on va dire, strates dans la conception de soi, et on peut avoir un concept de soi qui est incohérent. C'est-à-dire qu'on a des visions qui sont... Enfin, on a quelque chose qui est un peu avec des grumeaux, un peu granuleux, et qu'on n'a pas une vision cohérente de soi, harmonieuse, au niveau de ses compétences, de sa valeur, etc., de ses rôles sociaux. Et donc là, on peut avoir des difficultés, et on peut avoir, quand on a ce genre de problème-là, souvent on a un contrôle de soi qui est réduit. Donc on a une moins grande capacité à résister aux tentations et à agir dans le sens de nos propres objectifs. Donc justement, il y a une étude qui a été publiée récemment dans
dans le bulletin de personnalité de psychologie sociale, je vous affiche l'article rapidement, voilà, hop, pardon, donc qui a été publié, je ne sais pas si on a la date, je ne l'ai pas ici, voilà, sur le self-control et la continuité de soi, on a le concept de soi. Et donc pour bien comprendre le lien entre les deux, donc le concept de soi, c'est comment vous traduire ça? C'est le niveau auquel les croyances sur soi sont claires, définies de manière sûre et consistante et stable. C'est-à-dire les définitions qu'on a sur soi, elles sont limpides, claires, stables, etc. Donc ça, c'est le concept de soi. Et le concept de soi donc, peut être à des niveaux différents, plus ou moins clair, plus ou moins stable, etc. Quand quand la clarté est faible, quand c'est pas très stable, eh bien, on va s'appuyer sur des sources extérieures. Quand on a une conception de soi qui n'est pas stable, qui n'est pas claire, on va s'appuyer sur l'environnement pour nous dire en fait comment on est, pour nous dire si on est performant, pour nous dire si on a une valeur, pour nous dire si on est reconnu, etc. En tout cas, en fonction du niveau, moins c'est clair, plus on va s'appuyer sur l'extérieur. C'est toujours bien de s'appuyer un minimum sur l'extérieur parce qu'il ne faut pas non plus être complètement dans un délire de son côté, mais c'est quand même bien d'être majoritairement aussi fort sur ses appuis et de ne pas dépendre toujours du feedback qu'on va avoir des autres. Et donc quand on est dans une incertitude, on a une plus grande vulnérabilité évidemment à l'influence extérieure, et quand on est moins clair sur ce qu'on est, moins sûr de ce qu'on est, on a aussi un contrôle de soi qui va être plus faible. Et donc on va avoir des difficultés à résister aux petites récompenses à court terme, et on va avoir des difficultés à se contrôler pour aller vers les grosses récompenses à long terme, quand on a des objectifs à long terme. Et donc dans l'article auquel je fais référence, auquel cette publication fait référence, l'article de recherche, donc, les auteurs ont trouvé qu'il y avait un lien entre justement un concept de soi qui n'était pas clair, qui était faible sur ses appuis, on va dire, et d'autres éléments. Premièrement, les gens qui ont un concept d'eux-mêmes qui est faible, qui n'est pas clair, ils ont moins de self-control, ils ont moins envie de faire des efforts pour améliorer leur performance sur une tâche, c'est une tâche sur ordinateur, et ils sont moins susceptibles de rester concentrés sur une tâche et de suivre un régime d'exercice, un régime d'entraînement. Et donc ce lien entre le contrôle de soi et le concept de soi pas clair, il est intermédié, c'est-à-dire qu'il y a un élément entre les deux qui fait on va dire la courroie de transmission, c'est la continuité de soi, c'est-à-dire la cohérence qu'on a entre le soi passé, le soi présent, le soi futur. Comment on se voit dans le temps en fait. Donc quand on a un faible concept de soi, qu'on n'est pas très au clair avec ce qu'on est, ce qu'on vaut, voilà. On a un faible contrôle de soi, un plus faible contrôle de soi, et ça, les deux sont connectés par le fait qu'on ait une cohérence dans le temps de soi qui soit faible. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que le concept de soi, quand il est clair, ça veut dire qu'on a une vision lucide, cohérente et stable de ce qu'on est. Des croyances sur soi. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont un concept d'eux-mêmes faible et qui ne se sentent pas au clair avec ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent et où ils vont, etc. Et donc ils vont chercher toujours des sources extérieures pour se rassurer, etc. Bon. Or, le concept de soi, ça va aussi avoir un effet sur... Cette clarté du concept de soi, ça a un effet sur la gestion du stress, la gestion des difficultés. Et ceux qui ont un concept d'eux-mêmes qui est faible, ils vont aussi avoir des stratégies de gestion du stress et de gestion des difficultés qui vont être plus passives, boire de l'alcool, prendre des drogues, etc., plutôt que actives. C'est-à-dire faire de la planification, de la résolution de problèmes, de recadrer les choses pour les interpréter autrement, etc.
Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que faible concept de soi, ça veut dire quand il y a des difficultés, gestion passive des difficultés, un peu fuite entre guillemets, plutôt que d'attaquer le problème, dire ok, comment est-ce que je peux traiter le problème. Et donc promouvoir le développement du concept de soi, la clarté, j'y arrivé, du concept de soi chez les gens, ça peut faciliter la gestion de problèmes, ça peut faciliter le contrôle de soi, faire baisser voilà, tout un ensemble de comportements problématiques. Euh, et ça nous permet aussi d'être plus au clair avec ce qu'on veut et d'aller vers des objectifs à long terme plus facilement. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur les relations sociales, évidemment, et moins avoir peur du rejet des autres. Voilà. Ce qui fait que le rejet des autres est douloureux, c'est parce que, en fait, ça fait baisser l'estime de soi et la clarté sur ce qu'on est, sur ce qu'on vaut, en fait. Hein. Euh, et donc, l'idée, comment est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est justement d'augmenter cette clarté du concept de soi, de faire, par exemple, l'état de ses compétences, de regarder aussi. Alors, il y a un article sur se réaliser sur les stratégies d'excellence aussi. Voilà, la stratégie d'excellence. C'est-à-dire identifier la stratégie qu'on a quand on fait des choses qu'on réussit. C'est-à-dire regarder ses réussites dans le passé, comment est-ce qu'on s'y est pris pour réussir. Souvent, si on fait ça sur 3-4 réussites, souvent il y a un pattern, un schéma qui ressort. C'est de regarder, donc faire la liste de ses compétences, regarder par exemple ses forces de caractère, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre, de se rassurer là-dessus. Ça peut être aussi dans les relations, essayer de voir les relations qui fonctionnent, qu'est-ce que les gens apprécient chez nous, etc. Donc l'idée c'est de construire un concept de soi qui soit stable. C'est de toute façon c'est aussi lié à la confiance en soi, etc. Mais développer ce concept de soi, c'est de toute façon une bonne chose pour savoir ce qu'on veut, pour savoir où on va, pour gérer les problèmes, pour se sentir mieux, etc. Donc c'est une démarche qui est quand même assez intéressante euh, pour, euh, pour tout un chacun, en fait, hein, tout simplement. Euh, voilà. Donc, le concept de soi, une, euh, une notion qui est importante à garder en tête en psychologie, qui n'est pas forcément quelque chose dont on parle facilement, dont on parle souvent en fait hein, dans le, auprès du grand public en fait, voilà, mais qui est quelque chose, qui est quand même quelque chose d'intéressant pour quand on veut réfléchir justement à ses objectifs, à ce qu'on veut, etc. Alors, je regarde l'heure qu'il est et je pense qu'on va tranquillement s'arrêter là. Hop, je note juste ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est parfait. Euh, donc, il nous restait un article à faire ce matin, mais ça va être un peu long et j'ai pas envie de bâcler les choses. Donc, on le garde de côté pour la prochaine fois. On aura fait 2 articles. Je vous avais dit aujourd'hui que ça allait être un peu court. J'étais en retard et j'ai pas mal de trucs à faire ce matin. Euh, Alors, comment les gens peuvent-ils se concentrer sur la planification en tant que mécanisme d'adaptation s'ils sont prises avec l'identité de soi et le concept de soi? Justement, l'idée c'est d'abord. Non, c'est. It's okay, Joe. L'idée c'est d'abord de se dire que on va travailler sur le concept de soi et donc plutôt de réfléchir à ses compétences, à ce qu'on a réussi, de travailler aussi, si on a des relations, des amis proches, etc., d'essayer de demander tout simplement à des amis proches bah, qu'est-ce qui est positif chez nous, qu'est-ce qui fonctionne chez nous, selon eux, voilà, quelles sont nos qualités, etc., pour essayer de construire une vision. Alors là, évidemment, dans un premier temps, on s'appuie sur l'extérieur, hein, le concept de soi, il se base aussi sur ça, euh, pour se dire, ok, d'un point de vue relationnel, enfin, qu'est-ce qui me caractérise. Les autres peuvent avoir un input, surtout des proches intéressants. Et au niveau des compétences, des envies, des activités, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire, et de construire comme ça, en fait, dans la réflexion aussi, un petit peu une base pour se dire, ok, voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je suis un petit peu dans mes relations, et ensuite de partir de ça pour essayer de renforcer ses compétences, essayer de développer, on a envie de faire telle ou telle activité, de tester des choses, etc. Et petit à petit de construire sa confiance en soi et donc son concept de soi
de mieux savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire. Et comme ça, on se construit une base un socle un peu plus solide, on y voit plus clair. Donc l'idée, c'est aussi de tester des nouvelles choses, de sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir petit à petit savoir tout simplement où sont nos limites, savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, qui on est en fait, hein, tout simplement. Là, je fais dans des grandes lignes. Après, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour les compétences, pour sortir de la zone de confort, pour poser des questions à un proche, à un meilleur ami, une meilleure amie, etc. Ou quand on est en couple. Il y a plein de choses qu'on peut faire après de manière qui sont des outils, des grilles, des techniques qui existent, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Et quand on développe ça, ça ne se développe pas comme ça par contre, hein, ça prend un peu de temps. Petit à petit, on va avoir un concept de soi plus stable, et on va être plus en confiance pour s'affirmer aussi, et puis pour être, savoir ce qu'on veut, et être plus au clair avec ses objectifs, en fait. Voilà. Donc c'est la planification, euh, j'ai envie de dire, la planification, elle vient dans un deuxième temps. La planification dans le sens planification sur des grands objectifs. Ça, c'est après. Déjà, c'est petite planification, on teste des choses, on réfléchit, et après on peut comme ça avancer. Voilà. Très bien, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Jovo pour les questions. C'était un peu court, du coup, puisque c'était la fin, un peu la dernière partie, et puis c'était pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve normalement la semaine prochaine, jeudi matin, pour une nouvelle revue de psychologie positive que j'espère plus longue que celle d'aujourd'hui. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et une excellente fin de semaine. Ciao!